31 degrés partout à Cotonou. Très heureuse de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres. Le trafic entre le Bénin, le Nigeria et le Niger a officiellement repris après plus de 40 jours d'arrêt. Ceci grâce à une action coordonnée entre les douanes et les forces de sécurité des trois pays. Suivez dans cette édition le compte rendu de la cérémonie de réouverture des frontières. La 10e législature ne perd pas du temps. Après son installation, la première plénière convoquée par le président de l'Assemblée a consacré la constitution des groupes parlementaires, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau. Les précisions à suivre. Et puis une scène macabre ce matin à Guémant, dans la commune de Parakou. Un corps sans vie a été retrouvé au milieu de la route couvert d'un drap. Jacques Degbé depuis Parakou va nous en dire plus dans cette édition. À nouveau, bonjour. C'est la fin d'un long calvaire pour des milliers de transporteurs et un véritable soulagement pour les économies de la sous-région. Après 46 jours d'attente interminable, les moteurs vrombissent à nouveau sur le corridor Segbana-Kamba. Ce lundi à 13h17 précise, le premier camion a franchi la frontière, marquant la reprise officielle du trafic entre le Bénin, le Nigeria et le Niger. Plus de 2000 poids lourds étaient immobilisés, formant une file indienne de plusieurs kilomètres dans l'attente d'un déblocage administratif. Aujourd'hui, grâce à une coordination étroite entre les douanes et les forces de sécurité des trois pays, le verrou a sauté. La cérémonie de réouverture des frontières s'est déroulée à la frontière bénino-nigériane ce lundi en présence des autorités douanières du Bénin et du Nigeria, mais aussi d'autres acteurs du transport. Epifan Chabi, Fongelo Solo. Ce n'est pas qu'un simple départ de camion, c'est le signal d'un retour à la vie économique. Après 46 jours d'une immobilisation éprouvante, le corridor Segbana-Kamba sort enfin de sa torpeur. L'attente était devenue un fardeau pour plus de 2000 transporteurs venus de Cotonou, de Sémékpodji ou encore d'Ila-Kondi. Mais ce lundi 9 février, la diplomatie douanière et la coopération sécuritaire ont eu le dernier mot. Sur le terrain, le colonel Draman Aruna recevait des douanes de Segbana ce vœu rassurant. Il ne s'agissait pas d'une crise, mais plutôt d'un réaménagement administratif. Un ajustement technique est nécessaire pour garantir demain un passage plus fluide et sécurisé vers le Nigeria. Nous sommes réunis ici par rapport à la situation de transit. Il a connu un petit arrêt, juste pour quelques minutes, pour des aménagements. Non pas pour un blocage, non pas pour une fermeture, quelqu'un fermer les frontières. Par rapport à ce que les gens le disent, ce n'est pas une fermeture de frontières. Donc, c'est tout ce que nous sommes ici. Aujourd'hui, nous avons relancé les activités et les camions sont beaucoup repartis. La coordination est totale. À Segbana comme à Kamba, les administrations béninoises, nigériennes et nigériennes avancent désormais d'un même pas. Une fraternité d'âme et d'intérêt saluée par l'officier Stéphane Paul du côté nigérian. Pour les opérateurs logistiques, cette reprise est une bouffée d'oxygène. Elle confirme surtout la robustesse de l'axe Cotonou-Kandi-Segbana, une alternative plus que jamais crédible et compétitive pour desservir l'Interland. Puis à 13h17, le premier verrou saute sous les applaudissements. Pour les conducteurs, ces 46 jours ont été une épreuve de patience. Oui, maintenant, quand on a vu les camions sont en train de passer, on est très content. Mais avant là, on a dirait ici, on attend, chaque jour on dit lundi là, nous jusqu'à on a fatigué, on a fait 46 jours ici. Mais maintenant, quand les camions sont en train de passer, on est très content vraiment. En reconnectant ces deux poumons du commerce régional, le Bénin et ses voisins réaffirment leur volonté d'intégration. Le corridor est de nouveau ouvert avec lui. C'est tout le commerce ouest-africain qui retrouve son élan. La route, enfin, appartient de nouveau aux transporteurs. Derrière cette reprise officielle du trafic entre le Bénin, le Nigeria et le Niger,
il y a des visages marqués par l'attente, des entreprises fragilisées, mais aussi l'espoir d'un redémarrage rapide des activités. Si les autorités saluent une coordination efficace entre les services de sécurité et les administrations douanières des trois pays sur le terrain, les acteurs du transit, eux, parlent de perte de patience forcée et surtout de soulagement. Quels impacts ces 46 jours de blocage ont-ils réellement eu sur leurs activités? Nous avons recueilli les réactions des transitaires présents à la frontière, toujours au micro de Epiphane Tchabi et Fongelo Solo. Après l'arrêt de plus d'un mois des activités du frontière de Segbana, aujourd'hui, nous avons vu les camions ont commencé par traverser. C'est un sentiment de joie qui nous anime parce que les activités économiques ont commencé. En plus, les emplois qui se sont arrêtés ont repris. On ne peut que remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, et son ministre des Finances et de la Coopération, M. Romiad Ouadaï, ainsi que tout le gouvernement de la République du Bénin. Nous leur disons merci, chapeau pour eux. En plus de ça, nous rassurons les transporteurs que la société ici Africa est là pour assurer la sécurité des biens sur des personnes, des tracasseries de transit ainsi que des tracasseries routières sur le long de la voie inter-État Cotonou, Kandi, Segbana, Nigeria. Tout a été formalisé maintenant. Nous exhortons les transporteurs de ne plus avoir de doute pour le chargement en transit vers le Nigeria. La voie est libre. La sécurité des personnes et des biens, l'intégration est aussi bonne. On ne peut que dire merci à toutes les autorités à travers Nivon qui ont œuvré pour cette réouverture. À Porto Novo, ville capitale, après leur installation officielle et l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, dimanche dernier, les députés de la 10e législature ont tenu ce mercredi, sous la présidence de Joseph Djogbenou, leur toute première plénière, une plénière consacrée à la poursuite de la mise en place des instances dirigeantes de l'Assemblée nationale. Dans ce cadre, on a enregistré la naissance de deux groupes parlementaires, Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain. Suivez ici un extrait de la déclaration de constitution du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, lu par son président Bonaventure Akenatonde. Honorables députés, chers collègues, dans l'histoire des nations, certains moments exigent des responsables publics une clarté stratégique accrue, une rigueur institutionnelle renforcée et une responsabilité politique assumée. Le temps présent appartient incontestablement à cette catégorie. Le contexte international, marqué par des mutations géopolitiques profondes, conjuguées aux défis sécuritaires, économiques et institutionnels de notre sous-région, impose aux États une gouvernance transparente et lucide, anticipatrice et résolument tournée vers la stabilité et le développement durable. Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau affirme solennellement son attachement indéfectible à la démocratie, à l'état de droit et aux libertés fondamentales. Son soutien constant au programme d'action du gouvernement, sa disponibilité à accompagner avec exigence et responsabilité les réformes nécessaires à la mise en œuvre effective de la vision Bénin 2060. Étant donné que la politique est avant tout l'art de se mettre au service de la nation, notre groupe s'engage à légiférer avec rigueur et vision, contrôler l'action gouvernementale avec responsabilité, proposer des initiatives conformes à l'intérêt supérieur du peuple béninois. La préservation de la souveraineté nationale, la modernisation de notre pays et la protection des plus vulnérables appellent une Assemblée nationale qui ne se contente pas de débattre inutilement, mais qui légifère, contrôle et pose les socles de la construction nationale.
À la suite de l'Union progressiste, le renouveau, le groupe parlementaire Bloc républicain a aussi fait sa déclaration de constitution à la tribune. Suivez ici un extrait de cette déclaration lue par son président Hassan Seibou. Ce sont des propos recueillis par Emma Rodon. La 10e législature s'ouvre dans un contexte d'attente forte relative au développement, à l'emploi pour la jeunesse, à la modernisation de l'économie et au renforcement de la sécurité au regard surtout de celle délétère de notre environnement international. Face à ces défis, notre groupe parlementaire réaffirme son attachement aux valeurs républicaines de création et de distribution équitable de richesses, à la stabilité institutionnelle, gage de paix durable et d'une prospérité induite par la confiance des acteurs économiques nationaux et internationaux. Et dans la mesure où nous sommes conscients que notre présence dans cet hémicycle n'est pas un privilège, mais une mission confiée par le peuple, alors nous la mènerons avec détermination et un sens de responsabilité aigu, dans un esprit de continuité ancré dans la vision de préservation de nos acquis de progrès. Le groupe parlementaire Bloc républicain entend être une force de proposition en initiant des lois utiles à la vie quotidienne des citoyens, une force de contrôle veillant à la bonne mise en œuvre des politiques publiques, une force de rassemblement privilégiant le dialogue au-delà des clivages. Nous nous appliquerons à ce que le gouvernement que nous soutenons absolument travaille à accélérer la transformation économique, la valorisation du capital humain, la promotion de la femme et de la jeunesse, le développement harmonieux des territoires. Il faut dire qu'à l'occasion de cette plénière, Joseph Diop-Benoît, après sa récente élection en tant que président de cette 10e législature, a effectué ses premières nominations. Il s'agit de Kossi Antoine-Louis Djedou, inspecteur du Trésor à la retraite et maire sortant de la commune d'Abomey, nommé assistant du président de l'Assemblée nationale. À ses côtés, Igor Aloyon Boko, chef d'arrondissement sortant de Godoma, également désigné pour exercer les mêmes fonctions. Lancement en début de semaine du projet d'appui à la résilience des populations et à la cohésion intercommunautaire au niveau des territoires transfrontaliers par site. Un projet prévu pour directement impacter plus de 47 000 personnes au Bénin, au Togo et Burkina Faso dans plusieurs domaines d'intervention dont l'insertion et formation professionnelle, les systèmes alimentaires et autres. Il vise à renforcer des capacités de résilience des populations des zones frontalières par une compréhension partagée des risques et vulnérabilités. Virgile à Rodéon. L'objectif général du PARSIT est de renforcer durablement la résilience des populations vivant dans les zones transfrontalières du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. Face à des territoires marqués par de fortes vulnérabilités économiques, sociales, alimentaires et sécuritaires, le projet ambitionne de favoriser une compréhension partagée des risques, de soutenir une économie locale dynamique et inclusive et de promouvoir une gestion concertée et durable des ressources et des territoires. Le premier point, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de dépasser l'approche sectorielle pour assurer que les différents domaines ne se chevauchent pas, mais travaillent en synergie au développement du territoire. Deuxièmement, c'est que nous positionnons au cœur de nos interventions l'ancrage institutionnel idoine sur les territoires, à savoir celui des collectivités territoriales et de leur regroupement, les intercollectivités. Enfin, le troisième point, l'idée c'est bien de renforcer l'action publique locale en appuyant la mise en place d'outils d'aide à la décision et de fonds permettant de répondre à la fois aux urgences qui sont présentes sur les différents territoires d'intervention du projet PARSIT, mais également aux dynamiques des territoires. Le PARSIT s'articule autour de 4 axes d'intervention principaux. Permettre une meilleure compréhension locale des enjeux territoriaux et transfrontaliers, agricoles et pastoraux, soutenir des filières agropastorales durables et créatrices de cohésion territoriale,
faciliter l'insertion socio-économique des jeunes vulnérables et renforcer la dynamique locale et la collaboration transfrontalière sur les enjeux territoriaux. Financé à hauteur de 10 millions d'euros par l'Union européenne, le PARSIT sera mis en œuvre au Burkina Faso par le RECOPA, au Togo par le GIVAPAF et au Bénin par les équipes de l'ACAD et de l'ERAD. À la coordination transversale, Actin for Life, Vétérinaires sans frontières Belgique et le réseau Bilital Marobé. Le projet s'étend de décembre 2025 à juin 2029. On est à présent à Parakou pour parler d'une pratique qui s'installe progressivement. Il s'agit de la livraison à domicile portée par l'essor du numérique et l'évolution des habitudes de consommation. Cette activité transforme la relation entre commerçants et clients. Elle ouvre à cet effet de nouvelles perspectives économiques pour de nombreux jeunes. Encore en phase de restructuration ou de structuration, le secteur repose sur des acteurs de terrain devenus indispensables malgré des conditions de travail parfois difficiles. La livraison à domicile pourrait même bientôt s'imposer comme un levier durable de développement économique local et plus ou moins une réponse au chômage dans le rang des jeunes. Constat de l'expansion de l'activité dans la cité des Koboro avec Ulrich Abalo et Socrata Dantodé. À Parakou, la livraison à domicile s'impose progressivement comme un maillon essentiel de l'économie urbaine. Restaurants, boutiques et clients s'appuient de plus en plus sur ces jeunes acteurs de terrain devenus indispensables dans le quotidien de nombreux consommateurs. Pour les restaurateurs, les livreurs jouent désormais un rôle stratégique. Quand on parle de livreurs, beaucoup ont tendance à croire que c'est un boulot qui ne vaut vraiment pas la peine. Alors qu'il faut venir, il faut essayer pour comprendre pour comprendre l'importance de faire des livraisons. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de transporter un plat avec un sac au dos et de livrer tout au long sous le soleil, etc. C'est un travail, un métier comme tous les autres métiers. Je voudrais déjà appeler à considération pour ce métier-là. Sur le terrain, le métier de livreur n'est pas sans difficulté. Problèmes de communication avec les clients, mauvaise adresse, circulation parfois compliquée ou encore manque de moyens adaptés. Le quotidien reste éprouvant. Tout travail a toujours des difficultés. Mais de notre côté, des fois, ils nous donnent le numéro des clients et le manger n'est pas encore prêt. Quand on appelle le client comme ça, le client, pour le client, il va penser que nous sommes déjà sur la voie. Donc c'est arrivé là-bas, le client peut crier, ou bien nous sommes sur la voie déjà. Le client peut appeler le boss pour dire que le livreur n'est pas encore venu. Donc il y a aussi des endroits où on va livrer. Vraiment, c'est Dieu qui nous protège. Malgré ces défis, le secteur continue de se structurer. À Parakou, des agences de livraison voient déjà le jour, signe d'un marché en pleine expansion, une professionnalisation progressive qui laisse entrevoir un avenir prometteur. Actuellement, je pense que la livraison n'est pas totalement connue dans la ville de Parakou. Mais nous œuvrons de jour en jour afin de faire mieux connaître l'activité, afin que d'ici 5 ans, 10 ans, que chaque individu sache qu'il a la possibilité de commander quelque chose en étant chez lui et l'obtenir directement chez lui sans même se déplacer. Donc notre vision d'ici 5 à 10 ans, c'est ça. Faire savoir aux gens qu'ils n'ont pas forcément besoin de se déplacer pour effectuer certaines activités ou pour avoir quelque chose qu'ils désirent avoir chez eux à la maison. Dans la cité des Koburu, la livraison à domicile avance à son rythme. Entre opportunités économiques et défis quotidiens, le secteur pourrait, dans les 10 prochaines années, devenir un pilier de l'économie locale et transformer durablement les modes de consommation. Toujours à Parakou, le carrefour du marché dépôt dans le 1er arrondissement est aujourd'hui le théâtre d'une scène devenue banale qui pourtant frôle le drame à chaque seconde. Motos, tricycles et voitures s'y croisent dans un balai où le contresens est érigé en règle. Pour gagner en temps ou éviter un détour, de nombreux usagers n'hésitent plus à défier le code de la route au mépris du danger et sous le regard impuissant des autres conducteurs. Epiphan Chabi et Socrata Dantodé se sont rendus sur place pour constater l'ampleur du phénomène. Marché dépôt de Parakou dans le 1er arrondissement. Une pratique routière semble s'être installée comme une habitude quotidienne, la circulation à contresens. Chaque jour, à presque toutes les heures, des usagers défient les règles élémentaires du code de la route, roulant en sens interdit parfois à vive allure.
Le phénomène s'observe particulièrement au niveau du carrefour du marché des Pots, devenu l'un des points noirs de la circulation dans la zone. Sous le regard souvent impuissant des autres usagers, motos, tricycles et même véhicules s'engagent dans la mauvaise direction, créant embouteillage, confusion et risque permanent d'accident. Tous les jours, je vois que les gens roulent sur le sens interdit. Donc, une fois qu'on dit sens interdit, ça veut dire que les gens ne respectent pas. Là, il faut prendre pour aller normalement. Là, il faut aller. Ça avait créé des morts ici. Donc, il faut qu'on trouve une solution à ça. Bon, il y a d'autres qui le font innocemment, qui ne savent pas. Mais il y a d'autres qui savent correctement le code de la route. Certains pratiquants de contresens tentent de se justifier, gain de temps, évitement des bouchons ou simple habitude. C'est tous les jours, cela se constate et on ne peut pas éviter ça. Parce que si au niveau de l'entrée du marché, là, ils ont fait une voie pour pouvoir entrer par là, ça serait bon. Mais voir que là où il faut dévier, c'est à plus de 100 mètres. Donc, on savait que beaucoup de personnes ne prennent pas le sens interdit. À chaque fois, on prend ce risque. Des arguments qui, pour les spécialistes, ne tiennent pas. Selon Alain Tébécois, moniteur d'auto-école, cette pratique expose les conducteurs à d'énormes risques. Au lieu d'aller contourner et prendre le sens normal, non. Ils voient que, bon, pour économiser quelques centilitres, donc ils préfèrent prendre un sens interdit au risque d'aller percuter un autre usager qui vient en sens inverse. Bon, il y a des risques qui sont multiples. Il y a des risques de collision frontale et des risques de collision latérale. Donc ça peut arriver. En attendant des mesures plus fermes des autorités compétentes, le carrefour du marché des Pots continue donc de vivre au rythme des contresens, une habitude risquée qui pourrait à tout moment virer au drame. Avant de revenir à Parakou, on parle de libération d'espaces publics dans le 4e arrondissement. C'est dans le cadre de la dynamique de réorganisation de la ville de Cotonou que cette opération de libération des espaces publics a eu lieu dans cet arrondissement. Une initiative visant à désencombrer les rues jadis occupées par les commerçants a permis de redonner un nouveau visage au quartier de cet arrondissement. L'opération fait suite donc aux instructions du préfet du littoral. Bien que saluée par les populations, elle n'est pas sans conséquences sur leurs activités économiques. Voici le constat. Si la population reconnaît les bienfaits d'un environnement plus propre et plus sécurisé, elle ne manque pas d'exprimer des réserves quant aux conditions de cette opération. Certains commerçants, notamment ceux qui exercent dans l'informel, ont vu leurs activités perturbées, soulignant la nécessité d'un accompagnement du gouvernement pour les soutenir dans cette transition. Ce que l'État fait, c'est bien. Juste que c'est un peu difficile pour vendre afin de pouvoir subvenir aux besoins. Je suis vendeuse de poissons. L'opération est une bonne chose. Mais depuis lors, tout a changé. Plus possible de pêcher les poissons. Et c'est difficile pour nous, les pauvres, de s'en sortir. L'intégration de solutions alternatives pour ces acteurs économiques, comme la mise en place de nouveaux espaces de commerce ou une meilleure réglementation, semble indispensable pour concilier développement et maintien de l'emploi. Les riverains saluent la vision du gouvernement. Nous remercions le chef de l'État pour cette vision. Et maintenant, il ne faut pas qu'on s'en arrête là. Il ne faut pas qu'on s'en arrête là parce qu'une fois qu'on a dégagé les gens, il faut aménager. Une ville plus propre, plus fluide et mieux structurée est un atout pour attirer les investisseurs et améliorer la qualité de vie des habitants. En assainissant la berge et en facilitant la circulation, cette action ouvre la voie à une meilleure gestion de l'espace public. Quand ils ont fait le dégagement des berges lagunaires, il y a beaucoup qui sont encore installés dans les voies. Quand on a monté sur le terrain pour voir ça, on a vu que beaucoup de Béninois et Béninoises ont construit des fosses plastiques dans un domaine public. C'est ça qui n'est pas bon. L'effort du gouvernement, il faut qu'on accompagne ça. Nous devons accompagner coûte que coûte pour avoir un Cotonou comme Paris.
Quand tout le monde dit, les gens disent je suis à Paris, ce n'est pas donné à tout le monde de vivre à Paris. D'ici là, Cotonou sera comme Paris. Ou pour vivre à Cotonou, il faut avoir les moyens. Pour la réussite de cette opération, le gouvernement devra à cet égard jouer un rôle crucial dans la mise en place de solutions durables, conciliant à la fois ordre urbain et activité économique. Je l'annonçais au début de cette édition, on est de retour à Parakou où une scène tragique et bouleversante a été au quartier. On a découvert au quartier Guéman, dans le 3e arrondissement de Parakou, donc tôt ce matin, un corps sans vie d'un homme qui est dans les encablures du marché moderne. Nous sommes avec Jacques Degbé, en direct depuis Parakou. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour, Canatrovien. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur cette scène macabre? Oui, il faut dire que c'est l'un de nos auditeurs qui nous a alertés très tôt ce matin, Bioga Douaroudan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, faisait cas de la découverte d'un corps au quartier Guéman, vous l'avez dit, c'est dans le 3e arrondissement de Parakou, un jet de pierre du marché moderne de la cité des Kobourou, tout récemment inauguré. On s'est aussitôt rendu sur le lieu et le constat est palpable. Un homme inanimé, allongé sur le sol et a lâché son dernier souffle apparemment il y a quelques heures. La quarantaine environ et la victime est retrouvée sur la chaussée, couverte d'un drap de couleur blanche et verte. Il faut aussi dire que par ailleurs des blessures sont perceptibles sur certaines parties de son corps, notamment sur sa tête, pour alimenter des spéculations dans le rang des curieux sortis nombreux pour observer la scène. S'agit-il d'un cambriolage ou d'un braquage mal tourné? S'agit-il d'un crime ou tout simplement d'un assassinat? A-t-il été victime d'un accident de la route? Toutes ces questions restent pour l'instant en suspens et seule une enquête approfondie pourra donc constituer l'opinion publique sur la question. Il faut aussi préciser que sur place on a retrouvé un couteau sur lui. Voilà, qui alimente encore davantage les spéculations. Alors, que savons-nous sur cette victime et est-ce que la police s'est rendue sur place? Oui, pour l'instant, on ne connaît pas l'identité de la victime. J'étais sur le terrain le matin, j'ai échangé avec les populations sur place, personne ne le connaissait. Et jusqu'à midi 30, midi 45, où j'étais encore retourné sur le terrain, le corps était encore sur place et personne n'arrivait jusqu'ici à identifier qui est réellement cet homme-là dont le corps a été découvert depuis l'aube de ce jeudi. Alors, la police s'est effectivement rendue sur place tôt. La police a installé un périmètre de sécurité, a également, régulé la circulation pendant un bon moment. Mais à mon retour, tout à l'heure, la police n'était plus là et le corps a été dégagé, le corps a été mis sur le trottoir. Certainement, on continue toujours de chercher les autres, ou du moins les parents de cet homme-là dont le corps a été découvert ce matin. Pour l'instant, c'est le statu quo à ce niveau. Certainement également que les autorités locales vont se déplacer sur place pour essayer de comprendre cette affaire ou peut-être tout simplement d'aller déposer le corps à la morgue. Et cette découverte macabre n'est pas la première depuis quelques mois, mais elle pose également le problème, une fois de plus, de l'insécurité dans la 3e ville à statut particulier du Bénin. Oui, il faut dire que régulièrement, ici à Parakou, on découvre comme ça des corps abandonnés dans une maison, dans une brousse, dans une vent, dans une rue. Ce sont des cas légion ici à Parakou, dans la 3e ville à statut particulier du Bénin. Parakou, c'est quand même plus de 300 000 habitants, c'est une grande ville, la 3e ville à statut particulier du Bénin. C'est tout à fait normal qu'on enregistre ces cas d'insécurité. La police fait son travail, les forces de l'ordre, les élus locaux également, le conseil avec certains jeunes de quartier, assurent également la ronde, mais ça ne suffit pas pour éliminer complètement l'insécurité. L'insécurité zéro qui n'existe surtout pas. Mais il faut dire que les autorités locales, les autorités communales également, prennent d'autres souvent de ces drames qui surviennent à ces villes pour pouvoir, accentuer la mesure de lutter contre l'insécurité. Merci beaucoup à vous, Jacques Degbé. Vous restez avec nous pour clore cette édition. Nous sommes bien sûr à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.